Alors, Christophe, en fait, c'est très vite, j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait évidemment le cinéma chevillé au corps, mais on a l'impression que finalement, parler de cinéma, écrire pour le cinéma, écrire sur le cinéma, réaliser des films, chez lui, ça fait un peu c'est un peu la même chose. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui, quand il réalise des films, va nous apprendre quelque chose sur le cinéma même qui a précédé ses réalisations. C'est quelqu'un qui décortique la rhétorique de nombreux films dans ses mises en scène. Mais quand il parle de cinéma, on peut aussi se dire, bah, il nous fait des films parfois. Hein. C'est quelqu'un qui... on voit le film se dérouler pendant qu'il nous en parle, pas forcément un de ses films. Quand il parle d'un film, on voit le film se dérouler. Parfois, on se demande si c'est vraiment le film réellement ou bien s'il n'est pas en train de l'embellir. Et c'est souvent le cas. Donc, mais c'est ça aussi, l'amour du cinéma, c'est d'être plus fort que les films quand on en parle. Et donc, voilà, on va parler un peu de tout ça, de toutes les activités qu'a exercé Christophe autour du cinéma, de son parcours. Et peut-être on peut commencer par le début, c'est-à-dire comment ça a commencé, quoi, l'enfance, le rapport au cinéma, comment c'est né. Ça commence que je suis né en 1960, que donc j'ai grandi avec pour seule distraction la lecture, donc qui est arrivé très tôt dans ma vie, la littérature, et le cinéma. C'était les deux seules choses avec lesquelles mes amis nous passions nos week-ends, voilà, nos jours fériés, etc. C'était le cinéma et la lecture. Et après, à l'intérieur de ce parcours, il y a évidemment des chocs. Je me souviens distinctement, mes parents m'emmenant voir, alors que j'avais 6 ans, la sortie de Opération Tonnerre, James Bond. Moi, j'avais pas le droit. Voilà, moi je suis allé le voir avec mes parents et le générique de Maurice Binder avec ces femmes en palme avec les harpons en train de circuler sur l'écran. Je pense que ça a été un des premiers chocs viscérales que j'ai ressenti, voire même libidineux. Je n'avais que 6 ans. Parce que pour moi, le cinéma, c'est beaucoup confondu avec le désir. Hein. On va en parler certainement. C'est-à-dire que je me suis construit en tant qu'enfant, puis surtout en tant qu'adolescent, à travers le cinéma et à travers les émotions paradoxales, secrètes, étranges que le cinéma me procurait. Voilà, donc ça c'est un point important. Après, c'est la construction d'une cinéphilie qui se fait à travers des petits ciné-clubs. J'étais donc à Antibes et il y avait des petits ciné-clubs. Le ciné-club du lycée, il y avait le ciné-club qui appartenait à une chaîne de ciné-clubs qui s'appelait UFOLES. Voilà, c'était la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement, et voilà, ça c'était. Là, j'ai découvert des tas de films, et je faisais partie des rares très jeunes spectateurs qui fréquentaient les ciné-clubs. Et puis, il y a eu un moment clash dans ma vie, un moment très important. À l'âge de 12 ans, j'ai vu un film qui s'appelle Phantom of the Paradise, de Brian De Palma, qui a été une sorte d'épiphanie, on va dire les choses comme ça. C'est intéressant d'ailleurs quand j'y repense, parce que qu'est-ce que c'est que Phantom of the Paradise si ce n'est un film hybride? C'est un film tiré d'un classique de la littérature fantastique, c'est-à-dire Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. C'est un film rock et c'est un film fantastique. Et l'hybridation de ce film m'a percuté profondément. Et d'ailleurs, les films que je fais aujourd'hui, sans doute si c'est des films hybrides, c'est parce que le film qui m'a donné envie de devenir cinéaste était lui-même un film hybride. La scène primitive, c'était... C'est ça, c'est un film. Je suis revenu d'ailleurs, c'est très intéressant, et ma mère s'en souvient encore, je suis revenu à la maison en pleurs, elle a cru que j'avais eu un accident, parce que j'ai disparu. En fait, je suis resté à toutes les projections, c'était à Cannes, j'étais parti voir La Tour Infernale, et puis la salle était comble, et donc je me suis retrouvé dans une salle en train de regarder Phantom of the Paradise, et je suis resté à toutes les séances, et quand je suis revenu à la maison, j'étais en pleurs, je tremblais, etc. Et ma mère m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était super inquiète, et elle a dû se dire que, je sais pas... La révélation mystique, quoi. Et en fait, je lui ai dit, je veux être réalisateur. Et ça, c'est vraiment le début de tout. Et à partir de là, simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des films en Super 8 avec mes potes. Des potes que j'ai toujours d'ailleurs, comme par exemple Nicolas Boukrieff qui m'a accompagné pour la création de Starfix et qui est devenu cinéaste lui aussi. Et donc ces films existent toujours d'ailleurs. Et on nous voit à l'âge de 12 ans, 13 ans, en train de faire soit des remakes de L'Exorciste, soit des remakes des films de Hong Kong qu'on voyait
dont on s'empiffrait à l'époque. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'un jour, j'ai projeté ces films. J'ai projeté ces films à quelques personnes de l'équipe de Crying Freeman et je leur ai dit voilà d'où ça vient. Et ils ont regardé ça, ils ont littéralement halluciné, puisqu'ils me voyaient à l'âge de 13 ans en train de foutre des coups de tatane à tout le monde. Et voilà, ça vient de loin en fait. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça vient de loin et que mon enfance, en tout cas mon adolescence et mon rapport au cinéma, en fait, est resté le même. C'est simplement, j'ai grandi et j'ai regardé en fait le paysage de la pop culture autour de moi s'agrandir, s'enrichir. Brusquement sont arrivés les mangas, les films d'animation, les jeux vidéo, etc. Et chaque fois, ça me confortait dans l'idée que c'était bien ça que je voulais faire. C'est-à-dire, c'était ce genre d'histoire, ce genre de film, etc., avec ce genre d'atmosphère. Alors quand même, très vite, quand tu es jeune, tu crées un fanzine. Oui. Et tes copains aussi en font un, puis vous vous regroupez, etc. C'est quoi ce désir de produire sa propre presse autour du cinéma? C'est parce qu'il manquait quelque chose? Alors, c'est intéressant parce que quand on fait un fanzine, c'est pas seulement pour défendre son opinion, c'est surtout parce que moi j'habitais sur la Côte d'Azur et je pouvais bénéficier d'aller au marché du film de Cannes. Il se trouve que j'ai eu une troisième grand-mère, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une vieille dame qui s'appelait Madame Marsal qui m'a pris sous son aile et qui était la propriétaire de beaucoup de salles sur la Côte d'Azur, et notamment de plusieurs salles à Cannes. Et elle m'a vu arriver, petit garçon, et venir au film, etc. Et au bout d'un moment, elle m'a laissé rentrer gratos à tout ce que je voulais, ce qui était quand même très avantageux. Et puis, quand il y avait le Festival de Cannes, elle m'a fait un petit mot pour dire que je faisais partie de sa famille et que je pouvais rentrer donc aux projections. Et donc, je me suis pointé au marché du film avec ce mot. Et je suis rentré partout. C'est comme ça que j'ai vu, par exemple, la fameuse projection au Vox de Massacre à la tronçonneuse. Donc j'avais 14 ans. Et parce que simplement j'avais ce mot, donc on me laissait rentrer partout. Je voyais ce que je voulais. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré quelques-uns des critiques, des journalistes de cinéma, comme Alain Chlokov. Au bout d'un moment, il finissait par me repérer, quoi. J'étais un gamin assis au fond de la salle et tout. Et c'est comme ça que quand je suis monté à Paris, j'ai collaboré à l'Écran Fantastique. Mais en fait, Alain Chlokov me connaissait depuis des années à travers cette expérience. Donc, le fanzine est né du fait que je voyais des films qui n'étaient pas distribués. Donc c'est l'envie d'écrire avant tout le monde sur les films. Et puis de défendre des films qui en fait n'allaient peut-être pas bénéficier d'une sortie. Oui, dont on ne parlait pas parce qu'au marché du film, en fait, c'est pas couvert par les journalistes, a priori. Alors, d'une part, c'était pas couvert par les journalistes. D'autre part, on voyait des films qui n'étaient pas censurés. Je me rappelle très bien que ce soit Massacre à la tronçonneuse ou Hills of Eyes, La colline des yeux de Craven, c'est des films qui immédiatement ont été censurés en France. Moi, je les avais vus. Il y avait aussi les premiers grands dessins animés de la Toei Animation, donc des énormes dessins animés, et donc très tôt aussi j'ai adoré la Japanime à cause de ça, à cause du fait qu'à Cannes on les voyait, c'était projeté. Et donc tout ça a fait que j'ai eu le besoin viscéral de faire un fanzine dans lequel je racontais en fait ces films-là. Et Résus Zéro a acquis sa réputation, parce que c'est le titre de mon fanzine. Alors, Résus Zéro, ça vient d'un détail dans un film de Jésus Franco qui s'appelle Carte sur table, où il y a des espèces de robots humains, et ils ont un groupe, pour être transformés en robots humains, ils ont le groupe Résus Zéro. Voilà, comme ça, les gens qui chaque fois se demandent pourquoi j'ai appelé mon fanzine Résus Zéro, c'est à cause de ça. C'était un film qui passait en boucle sur la chaîne monégasque Télé Monte Carlo, qu'on pouvait saisir à l'époque sur la Côte d'Azur, et où il passait des tonnes de films de genre, des péplums, des films d'horreur, petit budget, des trucs comme ça. Et là aussi, c'était moi, à Strasbourg, j'étais fou parce que je voyais Télé 7 jours, ce qui passait sur Radio Ménon, on ne recevait pas, donc on était frustrés. Et donc voilà, donc après, une fois qu'on rentre dans le milieu du fanzina, parce que le milieu du fanzina était très puissant à l'époque, immédiatement, vous rencontrez tout le monde. Vous rencontrez, c'est comme, il y avait évidemment mon copain d'enfance, Nicolas Boukrieff, qui lui aussi faisait un fanzine, mais très rapidement, quand on est arrivé à Paris, on s'est retrouvé sur la scène du fanzina. Et la scène du fanzina, c'est là où j'ai croisé en fait tous les gens qui ont ensuite fait Starfix avec moi,
notamment François Cognard, Christophe Lemaire, etc. En fait, tous ces gens avaient un pied dans le fanzina. Puis le fanzina, c'était aussi la génération précédente. Il y avait des gens comme Alain Petit, tout ça, qui avaient aussi collaboré à Creepy, Vampire. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi, d'ailleurs, c'est un peu le trait d'union avec Starfix, mais c'est pas exactement ça, parce qu'on est dans les années 70, Starfix arrive au début des années 80. L'envie aussi, enfin, le constat qu'il y a beaucoup de films que vous aimiez, dont personne ne parlait. Absolument. Et dont personne ne parlait, je veux dire, avec, en dehors d'un enthousiasme un peu enfantin, avec à la fois lyrisme et avec aussi une dimension analytique, parce que ton fanzine est un fanzine très... C'est pas seulement un fanzine de fans, tu avais la volonté d'analyser les films, ou en tout cas d'expliquer tes émotions par rapport à des films dont personne ne parlait, soit parce qu'il y avait encore à l'époque des circuits d'exploitation très différents, et il y a des films qui passaient sous les radars de la critique, et malheureusement pour certains c'était dommage parce que c'était des beaux films, et je pense qu'il y avait sans doute aussi ce désir-là, c'est-à-dire de remplir un vide. Absolument. Il y avait d'une part, effectivement, en plus, en province, on voyait des films qui n'étaient pas distribués à Paris. Ça, c'était aussi la vérité. Il faut imaginer aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas seulement des cinémas, il y avait les cinémas, puis il y avait les cinémas de quartier. Les cinémas de quartier, c'était un endroit privilégié où passaient des films dont on ne trouvait nulle trace nulle part. C'est-à-dire, même dans la saison cinématographique, il y avait une saison cinématographique qui sortait tous les ans. D'ailleurs, publiée par la Ligue de l'enseignement, l'UFOLEIS, et tous les films de l'année étaient a priori chroniqués. Il y avait le résumé et un point de vue critique. Voilà, mais simplement, des fois, il s'emmerdait pas quand il y avait un film de Hong Kong, qu'il soit bon ou mauvais, il mettait simplement Karaté le train, Karaté la cible. Oui, c'était la critique qu'on trouvait. C'était un peu méprisé, oui. Mais c'est ça qui a fondé ce moment où on s'est commencé à se dire, bon, ça commence à faire chier tout ça. C'est-à-dire que nous, on allait voir tous ces films, on savait qu'il y en avait plein de mauvais, mais qu'il y en avait au milieu des films très importants, des films notamment de Chang-Chi. Et donc, on commençait à trouver vraiment énervant cette espèce de mépris. Et puis, notre haine était supra-dirigée contre Télérama. Télérama, à l'époque, c'était... je lisais Télérama, qui est un journal parfaitement estimable, attention, hein, je tiens à le dire, mais simplement, à l'époque, Télérama, ça représentait l'ultra-conformisme dans lequel baignait, en fait, le monde des adultes, contre lesquels, forcément, on était en rébellion. Moi, je lisais Télérama chez un oncle, parce qu'il les collectionnait, littéralement, et un oncle qui était amateur d'opéra, et collectionneur de médailles militaires. Vous pouvez imaginer, quoi. Donc, lui, il collectionnait les Télérama. Et je lisais Télérama, et je voyais dans Télérama, quand ils en parlaient, se faire descendre tous les films que j'aimais. Et donc, il y a eu un moment où Télérama a focalisé aussi notre truc, et où on s'est dit, il faut vraiment qu'on crée nous-mêmes un journal pour parler intelligemment de ces films-là, parce que c'est pas possible. On peut pas continuer à lire des critiques absolument odieuses sur des films qui, pour nous, comptaient énormément, quoi. Donc, il y a eu ce besoin-là. Et puis, il y a eu la lecture de 2 livres qui ont été importants pour moi. Il y a le livre de Jean Cocteau sur le cinéma, où Jean Cocteau explique comment il fait ses films, et notamment La Belle et la Bête et Orphée, et évidemment le livre Hitchcock-Truffaut, qui est littéralement la Bible. Voilà, la pierre angulaire de tout ce que j'ai pu connaître ensuite du cinéma. Et puis, en parallèle aussi, et je tiens à le dire, il y a une revue que je lisais à l'époque qui s'appelait Midi Minuit Fantastique, qui est une revue qui était en fait morte, en fait, quand moi j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, mais ils en vendaient encore quelques exemplaires dans les revues dans les boutiques alternatives, où on achetait de la bande dessinée pour adultes, des trucs comme ça. Et il y avait cette revue, Midi Minuit Fantastique, qui a été pour moi la plus grande revue sur le cinéma de genre jamais éditée en France, et qui était la réponse par des fans de genre à des revues comme Positif ou Les Cahiers du cinéma. C'était véritablement fait comme ça. Et c'est là où j'ai lu les premières critiques intelligentes sur le cinéma de genre. Et quelque part, c'est à cause de ce que j'avais lu dans Midi Minuit qu'ensuite Résus Zéro a essayé d'être intelligent, et évidemment Starfix ensuite. Bien sûr. On reviendra sur la notion de genre, parce que je pense que c'est une notion qui est pas si simple que ça. Mais non, ça, on en reparlera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que très vite se dessine chez toi un goût. À la fois, tu dis, parce que c'est intéressant ce que tu dis sur l'idée, quand je suis enfant, je lis des livres et je vois des films. Je lis beaucoup et je vois des films. C'est-à-dire qu'il y a, et ça c'est un sentiment que j'ai partagé aussi, il y a d'abord, on va au cinéma parce qu'on veut se raconter une histoire. Ça, c'est vraiment la base de l'enfance, quoi. On veut qu'on nous raconte une histoire. Mais toi, tu vas choisir à un moment donné, quand même, un cinéma. C'est pas une tradition, c'est une tradition minoritaire en France, dans la critique française en tout cas, mais qui existe, puisque Minuit Fantastique était un exemple.
tu choisis la voie de l'imaginaire. Pour toi, le cinéma, c'est l'imaginaire. Et en fait, quand tu dis genre, tu penses plutôt tu penses à un art fantastique, en fait, à quelque chose qui se relèverait de l'art fantastique. Et en fait, toute ta carrière, en fait, à la fois tes goûts, et puis après ton travail en tant que cinéaste, c'est en direction d'un cinéma de l'imaginaire pur, qui est encore une fois une tradition assez minoritaire en France. Là, je pense que le réalisme est quelque chose qui est très fortement implanté dans le cinéma français. L'imaginaire, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a la tradition des symbolistes et des surréalistes, on en parlera peut-être, puisque Midi Minuit, pour moi, c'est une lecture surréaliste du cinéma, vulgarisée, parce que jusqu'à la caricature, parfois. Quand Ado Kirou écrit son surréalisme au cinéma, dès qu'il y a un peu de sexe et dès qu'il y a un vampire, c'est surréaliste, qui est un peu rapide. Mais comment tu expliques le fait que... très vite, ce qui t'intéresse fondamentalement au cinéma, c'est l'imaginaire? Je pense que c'est toujours pareil, parce que c'est moi, parce que simplement les rencontres que je fais avec le cinéma sont d'abord bâties sur la fascination. C'est-à-dire que les films d'imaginaire, j'ai parlé de Cocteau, mais par exemple les films de Cocteau m'ont vraiment percuté quand j'étais enfant, parce que c'est le genre de film qu'on laisse les enfants regarder. Et sans se douter à quel point ce sont des films qui peuvent littéralement nous chavirer et nous transcender. C'est-à-dire qu'il y a chez Cocteau une charge à la fois viscérale, érotique, intellectuelle, qui fait que on est enfant, on n'arrive pas bien à comprendre ce qui se passe, mais on est bouleversé. Enfin, il y a des images qui se sont inscrites en moi très tôt. Je dis bien parce que effectivement mes parents, comme tous les parents, faisaient attention à ce que je regardais, mais évidemment ils me laissaient regarder La Belle et la Bête. Mais la scène où Belle sort dans le couloir et voit la bête qui revient de la chasse, en fait, et ses mains sont en train de fumer parce qu'elle vient de tuer une biche. C'est une scène qui m'a littéralement fait dresser les cheveux sur la tête, et c'est en même temps dans ce film qui est parfaitement merveilleux par ailleurs. Mais je crois que c'est cette espèce de déflagration paradoxale qui peut exister entre un conte de fées et en même temps des moments absolument obscurs, étranges, et qui nous produisent une émotion qu'enfant on n'arrive pas à s'expliquer complètement, qui, à mon avis, ont fondé en fait mon goût pour l'imaginaire, dans ce qu'il contient précisément, et c'est ça, on y arrive, de surréalisme, d'érotisme, etc. Parce que pour moi, la poétique, en fait, c'est de la déflagration. Voilà, absolument, la poésie, parce que c'est exactement ce que je cherche. Il y avait un cinéaste, je le cite souvent, qui a, pour moi, eu les meilleurs mots sur le cinéma et sur notre rapport au cinéma. C'est un cinéaste que j'ai rencontré très tôt, qui s'appelle John McTiernan. Et John McTiernan m'a dit un jour une chose très très vraie qui m'a percuté, que j'ai jamais oublié. Il m'a dit, quand on va voir un film, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir pendant quelques secondes l'intensité du rêve. Et j'ai trouvé que c'était les quelques mots, ils résumaient exactement ce qui a été mon cheminement au cinéma, quelle que soit la valeur des films, la valeur historique des films, que ça soit les films de Visconti, que ça soit les films d'Orson Welles, mais que ça soit aussi les giallo italiens ou les films Edgar Wallace que je regardais. C'est vrai, et il le disait parfaitement, que j'étais tendu pour le moment où ce que je voyais allait me faire léviter, allait me faire décoller de mon fauteuil, où j'allais oublier que j'étais un corps assis dans un fauteuil, dans un cinéma, avec d'autres personnes. En fait, c'est ça qu'on cherche. Et ça explique aussi la passion qu'ont les gens pour le cinéma bis, par exemple. C'est-à-dire qu'ils savent que dans le cinéma bis, il y a des pépites. Alors, ça peut durer que quelques secondes, mais ça suffit à faire la réputation d'un film. Et puis, il y a surtout des choses qu'on ne verra pas ailleurs. Exactement. Pour plein de raisons, ce serait trop long à analyser, mais c'est un cinéma qui peut être désinhibé, qui, parce qu'il s'adresse, a priori, les producteurs pensent qu'il s'adresse à ce qu'on appelle un unsophisticated audience, c'est-à-dire un public non sophistiqué. Voilà, et c'est là, en fait, que tout d'un coup, tout est possible, en fait. Ça, c'est la beauté du cinéma bis. Mais justement, on va passer à Starfix, c'est-à-dire que quand même, vous créez Starfix, enfin, le premier numéro, c'est 82, je crois, 83. Janvier 82. Je crois qu'il y avait Dark Crystal sur la couverture, et il y avait un reportage, moi j'étais fou sur le prochain film de Dario Argento, vous aviez des photos allé le voir de Rome, folie. Oui, j'avais fait 2 articles tellement j'avais carrément complètement tiré le lait de ce pauvre Dario. Paradoxalement, alors Starfix va durer 7-8 ans, je crois, ça s'arrête au début des années 90, et en fait, on a presque l'impression quand même, c'est un peu trop tard.
Enfin, je le dis, c'est-à-dire que tout un cinéma, le cinéma dit bis, cinéma minoritaire, qui existait parce qu'il avait ses créneaux de diffusion, ses salles de quartier. Les salles de quartier ferment dans les années 80, de plus en plus vite. La petite exploitation de genre indépendant disparaît. Le cinéma hollywoodien américain, que vous avez beaucoup promu, celui des années 80, dans Starfix, les années 80, on se rend compte aujourd'hui, c'est une décennie qui est moins passionnante que la précédente. Alors peut-être que je me... Ah, là tu t'avances. Hein. Je m'avance, mais je savais qu'on ne serait pas d'accord à un moment donné. Donc... Non, il faut pas dire ça. D'abord, Starfix n'a jamais eu la vocation d'être une revue de cinéma bis. C'est une revue qui, à un moment donné, a parlé des sentiments qu'on avait pour un cinéma de quartier qui était en train de s'effacer. Oui. Ça, c'est vrai. Mais en fait, nos têtes de pont, c'était les cinéastes américains de genre importants comme David Cronenberg, Carpenter, Romero, Craven, etc., qui étaient en pleine ascension. Donc, je te dirais que cette période des années 80, elle est extraordinaire quand on la regarde, parce qu'il y a quand même un paquet de chefs-d'œuvre. Enfin, moi, je me souviens quand même qu'on avait quand même des sommaires où il y avait Evil Dead, Vidéodrome, Creepshow, et je sais pas en quoi encore, et Ténèbres. Ce que je veux dire, c'était incroyable. Ça sortait le même mois, quoi. Il faut imaginer, à mon avis, on a vécu une période d'abondance et on ne s'en doutait pas. Ça, par contre, c'est vrai, c'est que comme quand on était à Starfix, on se disait les années 80, c'est un peu disco, c'est un peu pupute, c'est un peu glam, comme ça. On faisait la fine bouche, mais aujourd'hui, quand on y repense, mais c'était absolument incroyable. Oui, il y a une... donc, mais je pense que c'est très naturel de penser à un moment donné que hier c'était mieux, que les années 70 c'était mieux. Bien sûr que les années 70, avec l'arrivée du nouvel Hollywood, forcément c'était extraordinaire. Mais on vivait encore dans le nouvel Hollywood des années 80, au début des années 80. Et il y avait tous ces cinéastes de genre ultra puissants qui étaient là. En fait, il me semble que l'apport de Starfix, c'est aussi, au-delà du fait d'avoir désigné des auteurs qui œuvraient, disons, dans le genre, pour aller vite, en tout cas dans le fantastique, il y avait aussi cette idée de fournir un discours critique à des films hollywoodiens commerciaux, qui étaient vus pas forcément de façon négative, mais de façon un peu distraite. Alors, série B, mais même des films riches, c'est-à-dire les films de Stallone, par exemple, qui étaient... ça vous intéressait? Ça vous intéressait? C'était des corps, Schwarzenegger, Stallone, c'était des corps, c'était des films qui sortaient dans les salles de circuit. C'était pas du tout des films bis, ça coûtait cher, il y avait beaucoup de gens pour les voir. Mais vous avez inventé un discours critique sur ce cinéma. Parfois qui était même assez caricatural. Il y a Christophe Lemaire qui est au premier rang, il doit penser à quelque chose. Un jour, j'avais écrit un article, je pense que tu penses à ça, j'avais écrit un article où je comparais Stallone à un travelling et Schwarzenegger à un panoramique. Ah oui, c'est bien. C'est-à-dire que je disais que Schwarzy bouge peu mais mitraille, et par contre Stallone, lui, il est tout le temps en train d'avancer. C'était ce genre de discours qu'on développait. Incroyable. Non, authentique. Par ailleurs, c'est tout à fait analytique. Ben voilà. Et en fait, entre autres, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé avec le cinéma de genre. C'est-à-dire que quand on a créé Starfix, il y avait un journal qui nous passionnait par son style, et parce que son style d'écriture, qui était le journalisme gonzo, c'était Rolling Stone. Et en fait, Rolling Stone, c'est vraiment notre, on visait ça. C'est-à-dire, on visait en fait quelque chose qui était à la fois éduqué mais décontracté, où on établissait une espèce de complicité avec le lecteur, et ça a fait le succès de Starfix, outre les bons choix que nous avons fait, parce que la première couverture, on a mis Dark Crystal, et il se trouve que ça a été une semaine après le Grand Prix d'Avoriaz, donc on l'avait mis dans le mille. Et le deuxième, c'était un film que personne n'attendait, qui était Rambo. Et donc le premier numéro s'est vendu à 55 000, deuxième à 75 000, et après c'était carrément... donc brusquement, Starfix s'est retrouvé propulsé comme un journal important. Alors, Starfix, ce qui est... Alors, je me souviens qu'à l'époque... En fait, vous avez dans Starfix pratiqué un pur geste cinéphilique. En fait, un truc qu'avaient fait les cahiers dans les années 50, quand ils disaient « mais Hawks et Hitchcock, c'est des auteurs, c'est des artistes ». Alors, c'était pas du tout la même rhétorique, c'était même pas du tout le même fond, je dirais, philosophique. Mais c'était la même intention. Mais c'est ça la cinéphilie, pour moi. Voilà. C'est-à-dire, prendre un mauvais objet qu'est le cinéma. C'est pas on peut se dire, est-ce que c'est un art, le cinéma? La question, elle n'est même pas encore tranchée. Enfin, si, ça peut l'être. Et c'est de dire, oui, ça peut l'être. Oui, ça l'est quand c'est un film signé Hitchcock. C'est pas seulement un bon film de
du samedi soir, mais c'est l'œuvre d'un artiste, c'est aussi important que Dostoïevski, etc. Ça, c'était le travail des cahiers dans les années 50, donc avec cette rhétorique-là, très cultivée, très de jeunes gens cultivés de la bourgeoisie, qui avaient des lettres, etc., qui venaient de la littérature, etc. Et vous arrivez avec votre style gonzo, mais vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous prenez des objets qui ne font l'objet d'aucune véritable évaluation critique, et vous les ennoblissez. Après, ça peut se discuter, on peut se dire ah là vous êtes planté ou pas, mais peu importe. C'est-à-dire que vous faites, vous recommencez d'une autre manière, mais quand même c'est le même geste, ce travail qui est le travail de la vraie critique de cinéma en fait, la critique qui vient de la cinéphilie et la critique qui considère le cinéma qui refuse que le cinéma soit considéré comme un mauvais objet. Alors quand Starfic existe, plus personne n'a de doute sur la qualité des films d'Hitchcock ou de Hawks. Mais évidemment, sur le cinéma contemporain, il y avait encore ce défi de se dire, mais McTiernan, c'est un créateur de formes formidables. Et à l'époque, on traitait ça comme disons au mieux, la critique, disons traditionnelle. Il voyait comme au mieux un bon divertissement, mais ne voyait pas à quel point c'était quelqu'un qui avait renouvelé la rhétorique du cinéma, cinéma d'action. Je me souviens que Alain Rouleau, qui était donc l'attaché de presse de Predator, m'a envoyé. J'ai fait une critique de Predator complètement hystérique, et il m'a envoyé le catalogue de toutes les critiques qui étaient sorties sur Predator. Et en fait, à part nous et Mad Movies, toutes les critiques étaient négatives. Toutes les critiques disaient que c'était une saleté de film fasciste, etc. C'est-à-dire que tout ça parce qu'en fait, il y a un moment donné deux militaires qui se tapent dans la main, qui font une sorte de bras de fer, et donc les critiques, visiblement, s'étaient arrêtées à ça. Et c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on regarde les critiques sur Predator, il n'y en a plus un qui moufte. Hein. C'est-à-dire il n'y en a plus un qui ose dire que c'est pas un bon film. Hein. Aujourd'hui, c'est une espèce d'unanimité incroyable sur Predator. Et pourtant, j'ai toujours ce livre relié de toutes les critiques de Predator. Et de temps à autre, je m'amuse à le parcourir quand je tombe dessus, et je me dis mais c'est incroyable quoi. C'est incroyable la violence avec laquelle les gens se sont acharnés sur ce film sans voir la beauté incroyable de ce film. Tu sais, on pourrait reprendre les critiques qui étaient parues au moment de la sortie de Psychose, sur Psychose d'Hitchcock. Hein, il y en a eu très peu de favorables. Hein, elles sont, voilà. Donc c'est effectivement là vous avez gagné non seulement, c'est-à-dire que vous avez convaincu tout le monde. Enfin, vous étiez les premiers. Je me souviens que dans les années 90, était sorti un gros dictionnaire de la critique de cinéma sous la direction de Michel Simon. Et vous n'étiez pas dedans du tout. Non. Alors que c'était le moment Starfix, c'est un moment important. Non. On peut discuter, on peut ne pas être d'accord. On pouvait ne pas être d'accord avec eux, je ne l'étais pas toujours. Mais c'est un moment important en fait dans l'histoire de la critique, ce moment où d'ennoblissement d'un mauvais objet. Et aujourd'hui, les cahiers du cinéma, quand il fait des mauvais films, en sens Dario Argento ou John McTiernan, etc., mais c'était pas les premiers, quoi. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il vaut mieux être le premier à défendre un cinéaste qu'à venir en cours de route. Ça, c'est un vieux complexe de la critique française qui fait qu'il y a des cinéastes qui, effectivement, n'ont pas été considérés par la critique parce qu'elles s'en sentaient dépossédées. Et c'est assez dommage. Mais c'est un défi pour la critique. Il faut justement ne pas se sentir dépossédé par un film. C'est quand il y a eu des renouvellements de comités de rédaction à l'intérieur des grandes revues, qu'à ce moment-là, la génération, par exemple, qui a suivi celle qui s'était trompée lourdement, par exemple, sur John Carpenter, a commencé à dire que John Carpenter était intéressant. Mais c'est là où c'est dommage, parce que en fait, tout ce qu'on doit être, nous, les journalistes et les critiques de cinéma, c'est des passeurs, en fait. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte qu'on dise aux gens, ça pourrait vous intéresser. Allez le voir, ça pourrait être intéressant. Ouais, moi, je suis plus sévère que ça. C'est de pas avoir de la merde devant les yeux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut voir les films, quoi. Il faut savoir voir les films. Non, mais j'essaie d'être poli avec mes anciens collègues. Il m'arrive d'être assez fâché, quoi, quand on voit effectivement les erreurs qu'on commet. Alors quand même, je taquine un peu. Est-ce qu'il y a des cinéastes pour lesquels vous êtes dit quand même, c'était pas si bon que ça et on a un peu forcé le trait? Oui, bien sûr. Mais je regrette pas par exemple l'engagement qui a été le mien, par exemple sur Russell Mulcahy. Tu vois, j'ai vraiment aimé son premier film Predator. J'adorais son travail en tant que
peur. C'est vrai que j'ai tenu les choses avec Highlander, et puis après, très rapidement, sa carrière nous a prouvé que, en fait, il était plus mercenaire que réalisateur. Mais c'est pas grave, parce que aujourd'hui encore, il y a des gens qui viennent me parler de Razorback en me disant que c'était vraiment un bon film, quoi. Donc, bien sûr qu'il y a des fois, on a fait des mauvais paris, mais c'est pas grave, parce que c'est aussi l'histoire des revues de cinéma. L'histoire des revues de cinéma, c'est de parier comme autour d'une table de baccarat, on met des piles de jetons sur des numéros, puis il y en a qui sortent, puis il y en a qui sortent pas. C'est aussi, là, pour le coup, vous étiez quand même très français là-dessus. C'est que vous fonctionnez en fonction de l'idée qu'il y a des auteurs, la politique des auteurs. Bien sûr, oui, ça, c'est un truc qui à la fois évidemment eu ses vertus, hein, on parlait d'Hitchcock et de Hawks, mais qui a pu devenir un réflexe un peu caricatural. C'est vraiment un cinéaste à la carte, quoi. Et puis il est difficile quand il fait un mauvais film de dire qu'il est mauvais. Alors la mauvaise foi joue beaucoup aussi dans la cinéphilie, dans l'appréciation cinéphile. Alors nous, ça n'a pas été le cas, et d'ailleurs ça nous a joué des tours. Il est clair que par exemple, on avait beaucoup défendu le premier film de Besson, Le Dernier Combat, et que quand du coup on avait été invité sur le tournage de Subway, on avait été les seuls journalistes accrédités sur le tournage de Subway, puis on a vu Subway, et je me rappelle toujours de l'article qui est sorti dans Starfix, il était titré Station invalide. Et là, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un Besson ultra déchaîné contre nous, parce que effectivement, quelque part, on avait rompu le contrat qu'il y avait entre lui et nous. Mais simplement, c'est qu'on avait beaucoup aimé son premier film et pas du tout son second. Non, mais vous avez été libre. Oui, mais ça va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que, évidemment, des fois, on peut parier sur des cinéastes, mais on peut, quand on décide finalement de dire « non, c'est pas ce qu'on attendait », ça peut effectivement nous retomber dessus. Et Besson nous a voué une haine inextinguible pendant des années, à cause de cet article. Alors, dans les années, je crois que c'est les années 80 aussi, tu as une autre activité, c'est que tu vas éditer de la vidéo, des films en vidéo. Alors, comment ça s'est... En fait, là aussi... Pourquoi et comment? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je deviens cinéaste, je pars faire Crying Freeman. Crying Freeman est un succès inattendu, et Samuel Hadida, qui est le producteur de Crying Freeman, mais également un distributeur de films, me dit, écoute... Moi, je pensais à Scherzo. Ah oui, Scherzo. Alors d'accord, on va remonter à Scherzo. Oui, alors Scherzo, ça a été une occupation avant Starfix. C'est-à-dire que Scherzo, c'est ce que je faisais en parallèle de mes études à l'IDEC. L'IDEC qui était l'ancienne FEMIS, quoi. Donc je gagnais un peu d'argent donc en sortant des vidéos, des VHS. Voilà, j'achetais des droits, je partais monnayer des droits, etc. Alors ce qui était marrant, c'est qu'il y avait une collection action, une collection horreur, il y avait une collection films de Hong Kong, évidemment, mais il y avait une collection X. Il y avait une collection X. Parce qu'à l'époque, j'avais une passion pour certains cinéastes du X américain de la grande période, de la période en 35 mm des années 70, et notamment un cinéaste qui s'appelle Gérard Damiano, qui est connu pour avoir fait Gorge profonde, mais également L'Enfer pour Miss Jones. Et donc, je me suis retrouvé dans des situations improbables aux États-Unis, à dealer avec des mecs qui venaient carrément nous voir dans les chambres de motel, avec exactement la séquence, tu sais, dans Taxi Driver, où il invite le marchand d'armes à venir dans la chambre, tu vois. Et en fait, je me doutais bien que ces gens-là qui avaient les droits de ces films-là avaient plus ou moins un pied dans la mafia, quoi. Mais j'ai des souvenirs absolument incroyables de ces années-là où j'allais dealer des droits de films improbables avec des gens improbables. Mais c'était une manière pour moi de mettre parallèlement à mes études, de gagner un peu d'argent. Mais c'est pas seulement pour gagner de l'argent, c'est des films que tu avais repérés. Je les ai bien sortis. D'ailleurs, tu les avais vus au marché du film, dans les marchés du... Parfois, c'était uniquement la réputation des films et ce que j'avais lu dessus. Mais en fait, oui, dans les marchés du film, je les voyais. Il y avait des gens avec des catalogues entiers, je me les faisais projeter, puis j'essayais de faire une sélection. Mais alors, par contre, là où c'est devenu intéressant, c'est que mes collections ont fait gagner tellement d'argent aux deux personnes qui faisaient Scherzo, qui s'appelaient Daniel Cohen et Jean-Charles Goldstuck, que à un moment donné, ils m'ont proposé de faire une revue. Et en fait, l'argent qui a permis de fonder Starfix, c'est l'argent de ces collections et l'argent du X. L'argent de la mafia. L'argent du X. L'argent de la mafia, quoi. L'argent de la mafia, l'argent du X. Donc, non, mais ça c'est vraiment marrant parce que, bon, on était dans un autre contexte, c'est-à-dire que les choses étaient beaucoup plus rock'n'roll, je veux dire, qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que en fait, l'éruption de Starfix et le financement de Starfix, en fait,
c'est fait grâce à à l'argent que j'ai fait gagner à ces 2 personnes. Alors donc tu fais l'IDEC alors donc très vite tu sais que tu as envie de faire des films avant et donc tu réussis le concours d'entrée à l'IDEC et tu fais l'IDEC. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience à l'IDEC? Que du bon. D'ailleurs je suis toujours en contact avec certains des étudiants que j'ai fréquentés là-bas, à commencer par Aïssa Djabri qui est devenu producteur notamment de La Vérité si je mens, récemment de la bio de Gaulle. Donc c'est marrant. Mais d'ailleurs dans mon court-métrage de fin d'études, Aïssa Djabri se fait tuer à coups de lame de verre. Donc, au moins, ça a soudé notre amitié. Et qui était d'ailleurs un hommage à Mario Bava et Dario Argento. Silver Slime. Et voilà, donc non, l'IDEC, c'était formidable parce que, en fait, ça correspondait à un moment un peu particulier où l'IDEC a décidé d'ouvrir un petit peu à des étudiants qui étaient moins centrés sur la nouvelle vague ou sur le cinéma d'auteur. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'ouvrir un peu parce qu'il y avait l'arrivée du nouvel Hollywood et donc ils ont ouvert à des gens un peu différents et je faisais partie de ces gens un peu différents. Alors évidemment je me suis retrouvé coincé entre des étudiants qui avaient sous le bras roulé le numéro des Cahiers du cinéma spécial Agnès Varda. Je m'amusais avec ça parce que je les voyais passer pendant 3 ans avec le même numéro des Cahiers spécial Varda sous le bras, comme quoi ils ont dû le lire je sais pas combien de fois. Et c'est vrai que moi je faisais des films de genre à l'intérieur de l'IDEC et je sais que quand je montais par exemple Silver Slime qui raconte l'histoire d'un assassinat, il y avait donc les gens entendaient des hurlements de femmes je veux dire qui montaient de la salle et j'entendais de temps à autre de salle montage et j'entendais des gens passer en disant Gans, assassin, fasciste. Mais en même temps l'ambiance était super parce que on comparait tous les goûts qu'on avait, et finalement c'était une ambiance super sympa et puis on avait un truc formidable, c'est qu'on avait une carte d'étudiant qui nous permettrait de rentrer dans tous les cinémas de Paris. Et là, ça, c'était le truc magique. C'est-à-dire moi, je me tapais 3 films par jour, quoi. C'est bien. D'une manière ininterrompue. Je ne sais plus si à la Fémis, ils peuvent rentrer dans tous les cinémas de Paris. Ils peuvent rentrer à la Cinémathèque quand ils veulent, mais ils ne viennent pas. Je sais pas. C'est-à-dire qu'ils préfèrent regarder les films sur leur ordinateur, ce qui est bien triste, mais bon. Beaucoup, j'exagère. Mais le rapport à la salle est quelque chose de très important parce que la salle, c'était à la fois un endroit douillet et en même temps un endroit dangereux. Je veux dire, quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert les salles de quartier avec leur faune un peu particulière. Et aller voir un film, c'était une expérience très étrange, très étrange, très curieuse. Mais par exemple, j'ai pu en parler avec des gens comme Quentin Tarantino, mais également Bill Lustig ou des gens comme ça. Et tous ont connu ou Joe Dante. Et tous ont connu exactement ce même truc. C'est-à-dire que la salle, c'était à la fois un endroit effectivement réconfortant, mais en même temps dangereux parce qu'il se passait des choses dans les salles qui étaient, outre les rats, c'est à la fois les bas-fonds du cinéma et les bas-fonds de la société. Ouais, c'était exactement. Et c'était quelque chose d'absolument incroyable, qui, à mon avis, a changé, a altéré notre vision aussi des films. Aller au Brady, par exemple, qui était une célèbre salle à Paris, pour voir Le Dernier Monde cannibale en double programme avec La Torture, un film sur l'Inquisition, c'était chaud. C'était vraiment très chaud. J'ai connu ça. C'était cool. Mais bon. Le premier rang, il y avait des clochards. Fallait surtout pas aller aux toilettes parce qu'on savait pas trop ce qui s'y passait. Voilà. Et puis surtout que la porte des WC des hommes avait été défoncée. C'est un truc que j'ai toujours gardé, c'est-à-dire que la porte avait été défoncée à coups de pied visiblement. Donc ça faisait peur. Voilà, une salle très confortable, chaleureuse. Mais en même temps, je pense que ça a altéré là encore notre perception des films. Je crois que c'est difficile de faire abstraction des films et des conditions dans lesquelles on les a. Mais ça a même conféré une forme de romantisme paradoxal au cinéma bis. C'est-à-dire, là, on n'est pas dans le monde, disons, bourgeois, exactement, comme de l'exploitation sur les champs, sur les grands, mais on est dans quelque chose d'autre. C'est une petite aventure, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Je suis allé souvent au Brady, mais jamais rien arrivé. Non. Mais ça correspond. Oui, ça. Je pense que le goût pour un cinéma, ce qu'on appelle le cinéma bis, là, encore une fois, les définitions sont compliquées, mais ça vient aussi des conditions de vision des films et qui ont engendré une forme de romantisme. On va à l'aventure non seulement parce qu'on voit un film que les gens, disons,
traditionnel ne voit pas ou que la critique ne voit pas, et aussi parce que on est dans un endroit où les gens normaux ne vont pas, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que, et pour moi c'est très important la notion contre-culturelle du cinéma, du cinéma. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que le cinéma, et spécialement le cinéma qui nous intéresse, le cinéma que vous êtes venu voir ici à Strasbourg, c'est un cinéma qui s'oppose pour moi au conformisme et aux conventions. C'est un cinéma qui est littéralement en lutte contre l'espèce de vision hygiénique emmerdante en fait que peut avoir la société. Et pour moi, ça a toujours été ça. C'est pour ça que récemment, on a vu par exemple l'irruption de la morale woke à l'intérieur du cinéma fantastique, ce qui pour moi, par exemple, est profondément contradictoire avec l'image que j'ai, en tout cas moi, du cinéma fantastique, qui pour moi doit être transgressif, subversif, choquant, dérangeant, qui doit nous secouer, qui doit remettre en cause notre point de vue moral. Donc, mais après, je veux dire, chacun a sa propre Non, vision. mais j'ai vu, là, récemment, Festival de Deauville, un film qui s'appelle The Watcher. C'est une espèce de film un peu à la De Palma, une femme qui est observée par un homme en face de chez elle, et elle en a peur, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, tout le film va se dérouler, et en fait, tout ce qui est dit au début par ce personnage s'avère vrai. Donc, il n'y a plus de fiction, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de récit, parce qu'en fait, c'est l'anti-body double. Sa parole est sacrée. C'est l'anti-body double. C'est ça, c'est l'anti-De Palma, parce qu'il n'y a plus de trompe-l'œil. Il y a plus de... Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus de fiction, il n'y a plus de cinéma, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est de l'idéologie en général, d'ailleurs, pas seulement l'idéologie woke, mais c'est la fiction, c'est bien justement parce que c'est dialectique. Tout à fait. Moi, j'ai toujours, en tout cas, cherché dans le cinéma de genre quelque chose qui soit une riposte intéressante et perturbante au conformisme ambiant. Ça c'est vrai. Alors, peut-être que ça vient aussi du fait que moi, j'ai grandi dans les années Giscard et tout ça, qu'enfin, on a vu arriver quelqu'un comme Lang au ministère de la Culture, qui, lui, au moins, a ouvert un peu les portes, a aéré un peu la baraque. Mais sinon, c'est vrai que, d'une certaine manière, j'ai toujours pensé que le cinéma qui nous plaisait, c'était un cinéma qui était anti-bourgeois, en fait. Vraiment profondément anti-bourgeois. Oui, alors justement, mais en même temps, le public, et ce cinéma qui disparaît, en fait, ce cinéma bis va disparaître, à la fois les cinémas ferment, les salles de cinéma ferment, les sociétés de production disparaissent, et il y a un goût qui s'uniformise. Et on sait, et disons qu'aujourd'hui, le spectateur de cinéma, c'est plutôt un lecteur de Télérama. Depuis les années 80, en fait. On y retourne. On y retourne, mais je suis moins... je vais être moins hostile que toi là-dessus. Mais non, parce que il ne faut pas être hostile. C'est parce que tout simplement les spectateurs de cinéma se sont mis à se ressembler. C'est-à-dire il n'y a plus les classes. Ils font tous partie de la même classe sociale. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, on ne devrait plus dire un cinéma bourgeois, on devrait dire un cinéma global. Je veux dire qu'il y a peut-être que c'est ça en fait. Qui est un cinéma petit bourgeois. En fait. Qui est un cinéma petit bourgeois. C'est un cinéma fait pour une espèce de globalité informe comme ça. C'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça. Et donc évidemment tout ça, c'est même pas de la dissidence, parce que c'est pas du tout pensé comme ça, mais toute cette altérité-là a disparu, etc. Alors, on va parler. Alors, tu commences à pouvoir. Tu vas pouvoir réaliser ton premier film. En fait, d'après ce que j'ai compris, tu veux faire Crying Freeman, mais avant, tu dois faire un sketch. Tu dois faire tes preuves. Un sketch de ce film qui s'appelle Necronomicon. Et en fait, ce qui est déterminant dans ton entrée dans le cinéma, c'est la rencontre avec Samuel Hadida. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Samuel Hadida, qui malheureusement est parti récemment, était un personnage incroyable. C'est une espèce de personnalité baroque. C'était un distributeur que tout le monde connaissait, en fait. Tout le monde connaissait Samuel Hadida, qui sortait des films de genre. C'est lui notamment en fait, c'était le père qui possédait le père possédait la compagnie d'import de films, en fait, Metropolitan Export, non, ça s'appelait. Tout à fait. C'est ça. Le Metropolitan Film Export, qui surtout exportait vers le Maroc. Qui était l'endroit où était né Samuel et son frère Victor. Et en fait, il sortait du cinéma de genre. Il sortait des films de kung-fu, des trucs comme ça. Et puis, au début des années 80, Samuel décide de prendre les choses en main. Et il ouvre sa Metropolitan Film Export, le nouvel âge de Metropolitan Film Export, avec 2 films qui sont Evil Dead et Creepshow. Or, il se trouve qu'il n'y a qu'une seule revue qui a défendu ces 2 films-là, c'est la nôtre. C'est Starfix. Donc et là on est au tout début de Starfix en plus. Tout commence tout là. Début, voilà. Alors ça commence donc dans une espèce comme ça de communion spirituelle totale. C'est-à-dire Samuel
mes amis, mes frères, etc. Et puis, ça se corse tout de suite dans quelques numéros plus tard, parce qu'il sort un film qui est un sous-Caligula. Caligula vient de Told Story, qui est un film de Joe D'Amato. Et qu'il essaye, qui d'ailleurs n'est pas signé Joe D'Amato, qui est David Hills. C'est ça, David Hills. Et donc nous, on a une page sur le cinéma bis, on raconte que c'est un film italien réalisé par Joe D'Amato, etc. Et Samuel essaye désespérément de faire passer le film pour un film américain. Et ce type qui était avec nous au départ se retrouve, vient nous voir en gueulant, c'est pas possible, etc. Vous n'allez pas me défoncer la baraque en racontant que c'est un film italien, etc., etc. Et en tout cas, voilà, la relation avec Samuel est partie comme ça. Et puis il s'est trouvé un jour, on était en train de manger une raclette à Avoriaz, et puis il me regarde comme ça par-dessus la table et il me dit: mais tu veux faire le critique longtemps encore, toi? Et je lui dis non, moi de toute façon je veux être réalisateur. Il me regarde et il me fait: ça tombe bien parce que moi je veux être producteur. Et donc on commence à travailler sur des projets. Et parmi ces projets, il y a un projet inspiré par un livre de Robert Heinlein qui s'appelle Étoile garde à vous, voilà, qui est un projet qui s'appelle Trooper. Il faut savoir que Étoile garde à vous deviendra un grand film de Paul Verhoeven, Starship Troopers. Mais on commence à démarrer donc sur cette idée, comme quoi il y aurait un soldat venu du futur qui atterrit au moment où Orson Welles fait le coup de la guerre des mondes. Voilà, donc c'est le premier script que je propose à Samuel. Bon, il trouve ça super, mais il me dit c'est quand même très très ambitieux, etc. Donc je cherche à lui proposer quelque chose d'autre. Et en fait, pour Trooper, je suis parti à New York voir un immense dessinateur de comic book qui s'appelle Michael Kaluta, auquel je veux confier la direction artistique donc de ce fameux Trooper. Michael Kaluta me montre donc des extraits de dessins animés japonais qu'il reçoit, des bootlegs, des pirates, qui sont directement tirés de laserdiscs japonais et qu'il reçoit d'un mystérieux correspondant. Et il me montre plusieurs extraits de films, parmi lesquels Akira, de Otomo, mais parmi lesquels également les premiers épisodes de Crying Freeman, donc qui est ce qu'on appelle un OAV, un Original Animation for Video, c'est-à-dire l'adaptation d'un manga en petit film de 45 minutes, 30 ou 45 minutes, et il me montre ça. Et je reste devant la télévision donc à New York, chez Michael Kaluta, à regarder ça en disant: il va falloir que tu me passes l'adresse du type qui t'envoie ça. Et donc je rentre en France, je contacte le mec, et je reçois un jour une caisse. Évidemment, je lui ai demandé en priorité Akira, je lui ai demandé en priorité les choses que m'avait montré Kaluta, et aussi les dessins animés de Hayao Miyazaki, parce que c'est là où je découvre Hayao Miyazaki. Et tout ça arrive un jour, et dans cette caisse, il y a, outre donc une copie pirate de Crying Freeman, du dessin animé, il y a la bande dessinée en japonais de Crying Freeman. Donc je lis pas le japonais, mais je passe les pages comme ça, et je me dis: putain d'histoire quand même, une putain d'histoire. Et je vais voir Samuel en disant: c'est ça qu'il faut faire. Et on se retrouve à appeler au Japon, alors c'était homérique, pour essayer de trouver qui a les droits. Et il se trouve que le mec qui a les droits, qui est un producteur japonais, qui va devenir célèbre en produisant The Ring et The Grudge, qui est un type absolument, qui s'appelle Takaichi Ise, qui est un type absolument incroyable, n'est pas à Tokyo, il est à Los Angeles parce qu'il s'est lancé dans une série de petits films à petit budget, faits pour le marché américain de vidéo et pour le marché japonais. Alors, il fait des films de Yakuza aux États-Unis, quoi, des trucs un peu curieux, etc. Il a un représentant sur place. Là, on est au milieu des années 90. Oui, on est au début des années 90. Et il travaille avec un producteur local qui s'appelle Brian Yuzna, que vous avez reçu récemment. Ensemble, ils ont fait un film qui est Mutronix, par exemple, qui est inspiré d'un manga. Et donc, on déboule avec Samuel. C'est pendant les émeutes à Los Angeles. Donc, il faut imaginer qu'il y a les émeutes à Los Angeles, il y a des magasins qui flambent, il y a l'armée dans les rues. Et nous, on est là avec notre bagnole. C'est après l'acquittement des policiers qui ont tabassé Rodney King. C'est ça. Ouais. Voilà, et donc, la ville est en éruption, il y a le couvre-feu, etc. On fonce à travers les rues en évitant les barrages de flics pour arriver à temps pour le rendez-vous avec les Japonais, etc. C'est homérique. Et c'est la fin du monde à Los Angeles. Et finalement, donc, on arrive à avoir cette réunion avec Takaichi Ise. Takaichi Ise, oui, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour vous donner les droits, mais moi, je
c'est qui va réaliser le film? Alors Samuel dit, c'est Christophe. Il a déjà fait un film? Non. Il y a autre chose. Il y a personne qui s'est dit, mais il n'est pas japonais. Pourquoi il veut adapter un manga? Ça n'a jamais été un obstacle. Mais non, parce que Takaichi Chise était lancé dans une série de films où il essayait précisément de faire des films qui puissent plaire en Occident, mais qui puissent plaire en Asie. Donc il est déjà dans cette optique d'hybridation interculturelle, quoi. Donc il dit, bon, d'accord, Christophe n'a rien fait. Bon, il se trouve que je suis en train de produire un film à sketch, avec un sketch réalisé par un Japonais, un sketch réalisé par un Américain, en l'occurrence Brian Usna, et un sketch qui devait être réalisé par Michele Soavi, le grand Michele Soavi. Et il nous a claqué entre les doigts. Et il me faut un réalisateur pour faire. Donc, si Christophe a envie, il peut faire le film. Ça doit durer 25 minutes. Ça doit être inspiré d'une histoire de Lovecraft. Bon, je connaissais très bien Lovecraft. Donc, je dis à Samuel, cool, j'y vais, pas de problème. Et je me retrouve du jour au lendemain, sans carte verte, sans permis de travail, etc., me cachant des autorités au cas où elles débarquent sur le tournage, à tourner dans un hangar, dans la vallée, à San Fernando Valley, un sketch d'un film à sketch produit par un Japonais et couvert par Brian Usna. Et c'est un moment absolument incroyable parce que je me retrouve du jour au lendemain propulsé dans l'enfer du B, quoi. Et parce que le film est fait dans des conditions complètement délirantes. Oui, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Voilà, le film est fait en 10 jours à peu près. Et ce qui est le truc le plus faramineux, c'est qu'en fait, on tourne tous en même temps, dans le même hangar. C'est-à-dire que quand il y en a un qui lance un plan, les autres doivent s'arrêter. Silence. Oui, bien sûr. Oui. Ah, c'est bien. Ah oui, non, c'était totalement fou. C'est-à-dire que moi, je me souviens finir des plans avec les mecs dans mon dos qui déménagent les meubles pour pas que je puisse tourner un autre axe, quoi. C'est-à-dire que c'était totalement cintré, totalement cintré. Et le film se fait vaille que vaille, donc dans des conditions ubuesques. Et puis bon, mais on monte le film. Il est distribué par Metropolitan en France. Avant qu'il sorte, au départ, je devais aller là-bas, tourner, revenir. En fait, le tournage, le montage, parce que le film est fait dans des conditions complètement erratiques, le montage va durer des mois et des mois. On re-shoot entièrement les effets spéciaux qui ont été faits d'une manière dégueulasse. D'ailleurs, je vous recommande à ce propos de regarder les suppléments de Necronomicon où on voit les effets spéciaux d'origine. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Et donc, on retourne les effets spéciaux. Et moi, qui devais rester à Los Angeles un mois, quoi, je reste en fait un an. Alors, je me cache, parce qu'évidemment, j'ai pas de carte verte. Hein. On peut rentrer aux États-Unis, mais après, quand il s'agit de ressortir et que les mecs s'aperçoivent que vous êtes venu là 15 jours, mais qu'en fait, vous repartez au bout d'un an, ça peut tourner mal, quoi. Donc, moi, je me planque dans une cabane de jardinier au bout de Santa Monica Boulevard, au bout de la Cienega Boulevard. J'ai une petite massure comme ça dans un jardin, et j'ai le droit d'aller piquer dans le frigo des propriétaires. Donc, je me rappelle, j'ai bouffé du quinoa pendant un an, quoi, parce qu'ils bouffaient que du quinoa. Et je garde les enfants de temps à autre, parce que les enfants, donc c'est génial, parce que je me souviens que ma seule occupation, c'était d'aller louer des cassettes de Something Weird Video, qui est une boîte qui est spécialisée dans les films psychotroniques, bizarroïdes. Et donc, pendant que je gardais les enfants, je me projetais dans la salle de jeu des enfants, qui étaient des films absolument délirants. Tu leur as montré les films? Non, je les regarde ailleurs, etc. Mais en fait, moi, je regardais des trucs complètement... Oui, je regardais des nudis, des trucs comme ça. Oui, Something Weird, bien sûr. Et je reste un an là-bas, comme ça. Et puis, finalement, je reviens. Et puis, les premiers articles sortent sur Necronomicon. Ils sont évidemment désastreux, sauf pour mon sketch. Il y a un article dans Variety qui sort en disant ce film est une calamité, mais il y a a saving grace, comme ils disent, c'est-à-dire un moment de grâce. C'est le sketch du français. The Drowned. Je me rappelle Takaichi Chise ouvrant le Variety et disant bon, Christophe, c'est bon pour Craig Freeman. Hein. Et là, je pars pour Craig Freeman. Et là, l'aventure Craig Freeman commence. Avec la même équipe, avec Brian Usna, avec la production. Et qui est un film qui, alors évidemment, on est complètement dans l'hybridation, pas encore au point où on sera le Pacte des loups, mais c'est un film où tu fais rencontrer différentes cultures cinématographiques, la chinoise, la japonaise,
le film d'action américain aussi un peu. Enfin, mais c'est dans le manga d'origine. C'est ça. Le manga d'origine, et c'est en fait la guerre secrète que se livre de l'organisation des Yakuza et une société secrète chinoise au vu et au su en fait de la police occidentale. Ça veut dire que c'était la promesse qu'on aurait à la fois des combats d'arts martiaux, des combats disons de kung-fu, et puis des combats de sabre. Des gunfights. Et des gunfights aussi. Voilà, c'est-à-dire que le film est une espèce de catalogue en fait de tout l'imaginaire asiatique dans lequel je suis baigné depuis longtemps. Et d'ailleurs, au début, c'est Brandon Lee qui devait jouer le rôle. Je rencontre Brandon Lee un peu avant le tournage de Necronomicon, parce que tout ça se déroule en fait est très concentré, quoi. Et je me souviens toujours, il y avait un rendez-vous dans East LA, dans les quartiers mexicains d'East LA, et je vois arriver un biker habillé tout en cuir, etc. C'était Brandon Lee. Moi, je sais que j'étais effaré parce qu'il était le fils de celui qui a été la plus grande idole de ma vie, c'est-à-dire Bruce Lee. Donc, je regardais de l'autre côté de la table et je me disais, putain, c'est le fils de Bruce Lee, quoi. Waouh. J'étais sidéré. Et c'est pendant que je tourne Necronomicon, je me rappellerai toujours, sur l'après-midi, j'étais sur le parking lot du studio où on tourne Necronomicon. C'est pas un studio, en fait, c'est un hangar. Et on est en train de faire un plan où le héros rampe sur le toit de la maison et quelqu'un me chuchote à l'oreille, Brandon est mort. Et j'apprends que Brandon donc a été tué d'une manière complètement invraisemblable sur le tournage de The Crow. C'est une balle, enfin, l'arme était chargée. Il a été tué par ce qu'on appelle dummy bullet, c'est-à-dire une balle factice. Mais malheureusement, les gens n'ont pas enlevé cette balle factice du canon et ils ont chargé à blanc, et la charge à blanc a propulsé la balle et a tué Brandon. Donc c'est un choc absolument invraisembrable, parce qu'en plus c'était le type avec qui on devait faire le film. Oui, et puis c'est une malédiction familiale parce qu'il meurt au même âge que son père. C'est un truc bizarre. Hein. Brusquement, vous rentrez dans un espèce de vortex étrange qui est le père meurt, le fils meurt au même âge, etc. Il y a quelque chose qui se passe, et puis voilà, c'est un truc très étrange, quoi. Et puis après, je jette mon dévolu sur Jason Scott Lee, qui joue d'ailleurs Bruce Lee dans Dragon. Mais bon, pour d'obscures raisons qui tiennent à Universal, il ne peut pas se libérer d'un contrat que Universal a. Et donc, un jour, j'arrive dans la maison de production de Brian, qui est un tout petit bureau au premier étage dans San Fernando Valley. Et je vois un mec assis dans la salle d'attente qui attend de me rencontrer pour voir s'il y a éventuellement un rôle pour lui dans Crying Freeman. Et c'est Mark Dacascos. Et je vois ce mec. Et je me dis, mais c'est incroyable, qui c'est celui-là? Et je me rappelle, on est allé bouffer des sushis. On est allé bouffer des sushis ensemble. Et pendant tout le repas, je regardais ce mec en me disant, mais putain, c'est Crying Freeman, quoi. Et, il avait une belle gueule. Il avait une belle gueule, et il émanait quelque chose d'assez étrange, en fait. Il y avait une espèce qu'on trouve chez les grands artistes martiaux. Une forme de charisme. Ouais, une espèce de spiritualité, en fait, à la fois de calme incroyable. Et j'avais ce type de l'autre côté de la table, et je me disais, mon Dieu. Parce que quand on connaît la bande dessinée de Crying Freeman, sa beauté est comme un masque, en fait. C'est-à-dire, ça masque la puissance dévastatrice du plus grand tueur, plus grand tueur d'Asie. Donc, il y avait cette idée que la beauté du mec devait être un masque. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que pour moi, l'acteur dans le cinéma français qui était le Crying Freeman parfait, c'était évidemment Alain Delon, dont la beauté a toujours été un masque. Hein, et d'ailleurs, les grands cinéastes comme Clément, comme Melville, comme Visconti ont toujours utilisé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans Crying Freeman, je lui ai fait les pattes de Alain Delon dans Le Guépard, je lui ai fait la même coupe de cheveux, etc. Ouais, c'est-à-dire que j'ai constamment joué sur une espèce de vision viscontienne, en fait, du personnage, et ça c'était totalement délibéré. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'au moment où je fais Crying Freeman, les gens qui sont en charge de financer le film et ensuite de le vendre, ils perdent totalement tout espoir dans le film. C'est-à-dire que pour eux, Brandon Lee c'était super, Jason Scott Lee c'était quand même pas mal, et quand on annonce que c'est Mark Dacascos, qui est un obscur inconnu, qui a juste joué quelques films un peu pourri, etc. Et plus personne s'intéresse au film. Il me coupe le budget par 3. Je me rappelle, je devais tourner le film pour à peu près une dizaine de millions d'euros de l'époque. Et finalement, je dois le tourner pour 3.
Et donc, plus personne s'intéresse au film. C'est-à-dire qu'on me laisse faire le film, plus personne me calcule. Plus personne. Je me retrouve à Vancouver en train de faire ce film. Et c'est quand les premiers rushs et les photos de plateau commencent à arriver que les investisseurs commencent à regarder ça en disant « Putain, mais ça a une bonne gueule, son truc-là ». Et là, brusquement, je sens une espèce de vibration. Les gens se disent « Mais ça a l'air pas mal, ce truc ». Et je vois revenir sur le plateau les producteurs, les financiers, tout ça, alors on avait une paix royale, plus personne ne nous calculait. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est que ça montre aussi le métier de dingue qu'on fait, c'est que quand j'ai fait le Pacte des loups, quand je suis allé faire la réunion pour le casting avec les gens de Canal+, qui finançaient le film, ils me posent évidemment la question à un moment, et qui vous voyez pour jouer Mani l'Indien? Et je dis Marc Dacascos. Et tout le monde autour de la table fait, il va le faire? Il va accepter? Et je me suis dit dans ma tête, bon Dieu, le mec carrément, personne n'en voulait. Carrément, il voulait même plus nous voir. Et 2 ans plus tard, les mecs, c'était comme s'ils voyaient les Beatles en train de se reformer, quoi. C'est-à-dire que non, mais c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que je me disais, mais quelle ironie quand même, quelle ironie. C'est-à-dire que brusquement, c'était, oh, mon Dieu, on va voir Marc Dacascos dans le film. C'était une idée de génie d'avoir fait un Indien dans la France du XVIIIe siècle. Enfin, c'est-à-dire que Marc Dacascos, il a un truc incroyable, c'est qu'il peut être toutes les ethnies à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, il est philippino-grec, d'où son nom. Voilà, il est grec et philippin, avec un petit peu de touche je crois de japonais du côté de son père. Mais en fait, donc c'est quelqu'un dont l'ethnie est indéterminée. Et c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression, quand je tourne avec lui, de jouer avec Ken, quoi. C'est-à-dire que je peux carrément le vêtir, lui mettre des tatouages. C'est-à-dire que c'est vraiment un personnage extraordinaire, parce que je peux en faire ce que je veux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc, et c'est fascinant. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a aussi quelque part le souvenir de Bruce Lee, et l'idée d'avoir une espèce de super combattant comme ça, en plus baigné dans une spiritualité. Il est très élégant quand il se bat. Il est très élégant, et surtout, il me permettait de travailler une idée qui était la mienne depuis très longtemps, qui était les films d'action, les gens les aiment pas parce qu'ils sont faits uniquement pour les garçons. Et c'était très délibéré de ma part quand j'ai fait Crying Freeman, et qu'on me disait mais ça va être quoi Crying Freeman? J'ai dit ça va être un film d'action pour les filles. Ça, c'était mon pitch. Alors, il y en avait qui trouvaient ça épatant comme idée, mais il y en a qui trouvaient ça un peu inquiétant. Je sais que Samuel Hadida a toujours trouvé ça un peu inquiétant. Chaque fois, il me disait, ça pourrait pas être un peu plus barbare, là. Un peu plus viril. Il ne pourrait pas avoir des jets de sang un peu plus, là. Et je lui disais, non, Samuel, on joue juste sur la grâce. Sur la chorégraphie, la grâce, la stylisation, etc., etc. Et en fait, je pense que ce qui a permis à Crying Freeman de se distinguer dans le paysage des films d'action, ça a été précisément ça. Cette espèce d'idée qu'on rentrait dans un monde onirique dans lequel les gangsters sont magnifiquement habillés, se comportent comme des chevaliers, et c'est l'histoire d'un type qui tombe amoureux de la femme, il doit la tuer, mais en même temps il la laisse vivante. Il y a un côté de John Woo aussi. Il y a un côté fleur bleue. Les tueurs glamour, avec loin derrière l'idée de Delon, qui a été très importante pour les cinéastes asiatiques. Sauf que le monde de John Woo est relativement dépourvu de femmes. Oui, ça c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que le monde de John Woo, c'est un monde idéalisé, c'est un monde d'idéaux. Alors que moi, c'est plutôt c'est un peu homo-érotique, le cinéma de John Woo. Le cinéma de John Woo est homo-érotique, mais la bande dessinée de Crying Freeman l'est aussi. Donc tu l'as hétérosexualisé, alors? Je ne sais pas si je l'ai hétérosexualisé, parce que ça fait partie, je pense, du charme ambigu du film. Par exemple, souvent, les gens me disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce slip qu'il porte quand il monte sur la porte ?» Alors, ça, c'est une question qu'on m'a posée 10 000 fois. Mais qu'est-ce que c'est que ce slip? Et en fait, c'est simplement que Marc Dacascos est un gymnaste, et que c'est un jockstrap, et que c'est le genre de slip que portent les gymnastes. Et c'est vrai que quand il s'est déshabillé sur le plateau pour faire la scène, j'ai regardé ça en me disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais je me suis dit, en même temps, c'est intéressant parce qu'on voit mieux le tatouage, parce qu'il a le tatouage qui descend au bas du dos, le long de la cuisse. Et je me suis dit, bon, on va le laisser comme ça, on va bien voir. Et c'est vrai que, bon, y en a qui peuvent trouver ça, effectivement, homo-érotique. Mais je pense qu'en fait, ça a d'abord touché les filles, parce que le nombre de témoignages que j'ai reçus de filles qui m'ont dit, j'ai eu un truc, là, avec Marc Dacascos.
Oui, il a un beau cul, pour le dire. Pas seulement. Il représente une espèce de figure. C'est quand même l'image du tueur qui vient tuer cette fille et l'épargne au dernier moment et se sauve avec elle. Etc. Ça, c'est aussi un fantasme un peu, je sais pas, féminin, enfin, pour ce que j'y connais, le bad boy, quand même, l'idée qu'on va sauver le tueur par son amour. Enfin, oui, mais je pense que le côté fleur bleue du film a largement contribué à la réputation du film, parce que c'est vrai qu'à cette époque, c'était l'ère de Jean-Claude Van Damme, quoi, qui est vraiment pour moi un abruti. Hein. Bon, en plus, je le connais. Hein. C'est vraiment un abruti. Et puis, il représente vraiment la revanche du petit blanc, vraiment la barbaque, quoi. Et c'est vrai que je voulais vraiment créer un truc contre ça, quoi. C'est-à-dire que mon idée, c'était de dire, je vais précisément faire un film qui est le contraire de ce qu'on peut lire dans les films de Jean-Claude Van Damme. C'est une espèce de film viriliste. Alors, pour le coup, je trouve complètement refoulé. Voilà. Mais comme souvent. J'avais cette idée qu'il fallait créer une version féminisée en fait du cinéma d'action. C'était vraiment mon point d'appui. Hein. Et tu étais content de l'accueil du film Incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que le film allait passer relativement inaperçu. Et puis en fait, ce qui s'est passé. Alors le film est passé inaperçu auprès de la presse. La presse, oui, j'ai cherché, il y a eu très peu de critiques. Très peu d'articles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la presse de jeux vidéo qui a fait qui s'est emparé du film. J'ai eu des articles, mais carrément des dizaines de pages dans la presse jeux vidéo. Il y avait même carrément un qui avait édité comment dirais-je, le roman photo du film. Carrément. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que le film a été perçu par toute une frange de la population qui était intéressée par le jeu vidéo japonais, les role-playing games, ce qu'on appelle le RPG, et le manga, la japanime, c'est-à-dire tout ce milieu frémissant qui attendait de pouvoir s'exprimer. Ils ont reçu Crying Freeman comme la première preuve que le manga, c'était pas ce truc pour ultra violent ou ultra porno que prétendait Ségolène Royal notamment, mais ça pouvait être autre chose. Et ils ont perçu Crying Freeman et ils se le sont approprié. Et je me rappelle que quand on a commencé à montrer le film, on l'a montré dans les game conventions, des trucs comme ça, c'est-à-dire les conventions de joueurs et tout. Et là, la réception était incroyable. C'est-à-dire qu'ils attendaient un truc qui enfin exprime le besoin de se réclamer de cette culture qui n'était pas une culture française, qui est une culture japonaise, la pop culture japonaise en fait, qui aujourd'hui d'ailleurs a absolument tout envahi. Hein, qui est devenue la pop culture globale. Là, ce dont ton film est aussi la théorie finalement, c'est que le centre du cinéma, je pense, et pas seulement du cinéma d'action, etc., ou dit de genre, mais dans les années 80, c'est l'Asie. Je pense que c'est tout d'un coup, il y a une nouvelle manière de bouger. Alors ça vient du cinéma d'arts martiaux pour les acteurs, etc. Il y a une nouvelle manière de cadrer. Le cadre n'a plus la même signification. Et je parle pas seulement des films de John Woo, mais le Taïwanais Wu Xiaoxian, par exemple, est quelqu'un qui a révolutionné. Enfin, le cinéma se transforme là. À Taïwan, Hong Kong, un peu plus tard la Corée, mais surtout Taïwan et Hong Kong. Oui, c'est d'abord Taïwan. Et donc, finalement, ton film est un peu aussi la théorie de ça, c'est-à-dire que le cinéma asiatique va sortir de l'Asie, et c'est un petit Français qui va faire un film, et je pense qu'il y a cet effet de capillarité qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quel mauvais film hollywoodien imite des choses qui viennent du cinéma asiatique. Tu parles du soft power japonais, mais en fait, c'est beaucoup plus large, quoi. C'est ça. J'ai oublié de citer le Japon parce que je pense que Kitano est quelqu'un dans ses premiers films qui a aussi une énorme importance. Oui. Le cadre, ce que signifie le cadre, on n'est plus dans l'idée que c'est une toile vide qu'il faut peindre, on n'est pas non plus dans l'idée que c'est une fenêtre qui doit enregistrer quelque chose qui se passe devant la caméra, mais c'est une hybridation des deux choses. Et théoriquement, c'est vertigineux, en fait, parce qu'on a toujours vécu sur deux branches, deux manières de voir le cinéma, soit comme quelque chose, l'imaginaire pur, donc on recompose tout devant la caméra, ou le réalisme, c'est-à-dire qu'on capture quelque chose avec la caméra. Et le cinéma asiatique a bouleversé cette dialectique. Et je pense que, je dirais à son échelle, Crying Freeman fait partie de cette prise de conscience. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, là je reviens à ce que j'avais abordé un peu plus tôt, c'est que Samuel Alida, devant le succès de Crying Freeman, me dit, moi j'ai plein de films asiatiques dans les caves, dont j'ai acquis les droits, je ne sais pas comment les sortir, est-ce que tu pourrais faire une collection que tu présentes toi ? Et je lui dis, oui, on peut faire ça, mais en plus on peut faire un magazine avec.
Et ça sera ma deuxième expérience. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que je retourne à la presse après Crying Freeman. Et je fais HK. Et HK a l'intérêt d'être un magazine sans publicité, une espèce de coffee table magazine, comme on dit, c'est-à-dire un magazine très luxueux, mais qui se vend avec une cassette d'un film. Je sais, je les sais tous. Voilà. Et ça a été un succès incroyable. C'est-à-dire que le premier numéro sort avec Zoo, les guerriers de la montagne magique de Tsoyark. Ah oui, bien sûr. Et là, on se retrouve avec un public qui a aimé Crying Freeman et qui, ça y est, a un journal dans lequel on parle de japanime, on parle de cinéma de Hong Kong, on parle de cinéma taïwanais, etc., etc. Et il se forme quelque chose à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a... Je pense d'ailleurs que le petit succès de HK sert aussi à planifier le pacte des loups. Oui, puis ça signifie que c'est une culture qui n'est plus minoritaire lorsque les premiers films d'arts martiaux sortaient dans les salles de quartier. C'est une culture qui s'est diffusée dans la société. Alors pas partout, c'est très générationnel, c'est plutôt des gens jeunes, mais en tout cas c'est devenu, maintenant ça a pignon sur rue, quoi, cette culture-là. Ça c'est sûr. Mais donc en fait je crois que tout ça a fait que quand on a dû lancer le pacte des loups, en fait tout était impeccable, c'était un chemin de rose, quoi. Alors le pacte des loups, alors d'où vient l'idée? Parce que là, pour le coup, on retourne en France. C'est-à-dire qu'il y a une tradition française dans le film, même s'il y a tout. Ton film, il est vertigineux. Ça commence par Les Dents de la Mer. Il y a évidemment le cinéma d'arts martiaux, le western, et puis le cinéma de KPDP, le cinéma à costume franco-italien qui Angélique, remplissait les salles. Voilà, Angélique, etc. Qui n'a jamais vraiment été une grande référence pour moi, mais c'était intéressant. Qu'il est pour moi. oui. Qu'il est pour moi. Oui, absolument. C'est-à-dire que le pacte des loups, je reçois d'abord un script, c'est François Cognard, donc mon ancien collègue de Starfix, qui est à la tête de Canal+ Écriture, et il a développé un script avec un jeune scénariste très talentueux qui s'appelle Stéphane Cabel, un script sur la bête du Gévaudan. Moi, je connais très bien la légende de la bête du Gévaudan pour deux raisons. D'abord, j'ai vu un téléfilm à la télévision française dans le cadre du tribunal de l'impossible, un téléfilm donc sur la bête du Gévaudan. Donc un souvenir d'enfance. Qui est donc un souvenir d'enfance. Et j'ai surtout lu le livre sur la bête du Gévaudan paru dans l'Aventure mystérieuse chez J'ai lu, qui est donc ces fameuses petits livres en rouge et or. Et donc je reçois le script en étant parfaitement au courant de ce dont ça parle. Je lis le script et ce qui me saute au visage quand je lis le script, c'est que c'est un KPDP. Matinée de Chien des Baskerville, et qu'il y a à l'intérieur la promesse d'un véritable film, comment dirais-je, épique. Et à partir de cette constatation, j'ai une idée que je partage avec Stéphane immédiatement, avec Stéphane Cabel que je rencontre. Je lui dis, il me faut un personnage qui va me représenter à l'intérieur du film. Et il y a un personnage dont tu ne te sers pas, qui est un porteur de valise indien, qui accompagne le héros, qui est une espèce de présence comme ça derrière lui. Et je lui dis, ce personnage-là, ça va être ma clé à l'intérieur du film. Il comprend très très bien ce que je veux dire. On travaille, on développe le personnage de Mani. Et ce que je ne lui dis pas, c'est qu'en fait, en faisant ça, on est en train de faire... Le script est en train de devenir un remake de La Rage du Tigre de Chang Che, qui est donc un film qui a été très important dans ma vie, qui est un film de sabre, sorti début des années 70, qui est un des premiers films de Hong Kong distribués en France et qui raconte l'amitié entre deux chevaliers. Et l'un d'eux va mourir et l'autre, en quelque sorte, va incorporer les techniques de son ami pour vaincre un type qui se bat avec une espèce de nunchaku qui se déplie, etc. Et en fait... Et il faut savoir, c'est que le méchant, fait peser un climat de terreur sur la région. Et donc il y a une espèce de climat comme ça, de superstition dans la région, que les deux chevaliers qui représentent la lumière, qui représentent la délivrance, vont contrecarrer. Et c'est vrai que je réécris avec Stéphane, et je pense le Pacte des loups comme en fait un remake d'un film de sabre chinois. Évidemment, je le dis à personne, parce que j'ai un peu peur quand même de la réaction, et je dis à tout le monde, de toute façon, ça va être
le nouveau Angélique Marquise des Anges, c'est-à-dire une espèce de pot-au-feu dans lequel il va tout y avoir, comme les Angélique Marquise des Anges, qui sont à la fois des KPDP, un peu matinés de scènes d'horreur, il y a des scènes de poison horribles, des scènes de surtout Angélique Marquise des Anges, c'est surtout l'érotisme. Et l'érotisme. L'érotisme diffus, oui, il est à fond. Mais je pense que les gens se précipitaient pour voir Angélique Marquise des Anges, pour voir Michel Mercier nu. Oui, il y a le côté feuilletonesque en même temps. Il y a des passages secrets, il y a des types masqués qui s'empoisonnent. Il y a toute une espèce de climat comme ça, un peu malsain, un peu étrange. Alexandre Dumas, tout ça, et que j'adore, tout ce que j'adore. Mais c'est vrai que je le matine avec du wuxia-pian, qui est le terme donc pour le film de sabre chinois, qui pour moi est plus moderne pour une raison assez simple, c'est que dans les KPDP français, on se pose pas des questions sur la personnalité des héros. Personne n'essaye de faire une psychanalyse des Trois Mousquetaires, par exemple. On pourrait, mais ça a dû être fait. Oui, mais on le fait pas. Très différents. Alors que dans le contexte du cinéma de sabre chinois, c'est la personnalité et la puissance des personnages tient aussi à leur caractère un peu fracturé, voire même très bizarre, psychotique. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'intéressait. Je me suis dit, ça va permettre au film d'être moderne, ça va permettre au film de s'adresser à un public qui veut quelque chose de plus qu'un simple KPDP. Le Bossu venait de sortir de Philippe de Broca. Ça avait fait un bon petit succès, mais pas un énorme succès. Donc, Est-ce que tu t'es dit, je vais à la fois plaire aux gens déjà âgés qui ont beaucoup aimé Angélique et aux jeunes qui aiment les films de sabre chinois? J'ai conçu vraiment le film comme un film familial. Transgénérationnel. Ah ouais, transgénérationnel. Je savais qu'il y avait la génération de mes parents qui allait s'intéresser à l'idée que c'était une retranscription de la légende de la Bête du Gévaudan, qui est en fait un fait divers, parce que c'est pas une légende, c'est vraiment passé. Et en même temps, j'allais percuter un public que j'avais testé avec Craig Freeman, dont j'avais testé l'intérêt avec Craig Freeman, et qui là, avec Le Pacte des loups, allait avoir beaucoup plus. Vraiment, alors là, on passait à un stade supérieur. On va pas trop en dire parce que tu vas le présenter juste avant la projection, et puis on va pas, comme on dit, spoiler trop ce qu'il y a dans le film. Mais en tout cas, le film est un énorme succès. Et s'il était inattendu, attendu, à cette hauteur-là, totalement inattendu. Il était inattendu. Les gens espéraient faire 2 millions et demi. Alors, en fait, ils espéraient faire le chiffre de Bossu. Alors là, moi, j'ai une question parce que ça me travaille. S'il y avait eu en France un cinéma de genre, comme on dit, l'énorme succès du Pacte des loups aurait dû engendrer des suites. Et ça, c'est la grande question. Ou des imitations. Et or, l'industrie du cinéma français, ça marche pas comme ça. Non. Et donc, paradoxalement, le Pacte des loups, c'est à la fois un film de genre et en même temps un film totalement unique, un apax, un truc qui ressemble à rien. Peut-être parce qu'il y a trop de genres, enfin il y a trop de genres, il y a beaucoup de genres à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment une question parce qu'elle concerne aussi ta carrière. C'est-à-dire qu'après, tu vas mettre un temps fou à réaliser un film. Et je me souviens que c'est une époque où on annonçait énormément, l'après-Pacte des loups, on annonçait énormément de projets que tu devais réaliser. Et c'est intéressant parce que je ne les ai pas tous en tête, mais il y avait Bob Moran, il y avait le capitaine Nemo, il y avait Rahan, puis il y a eu aussi Diabolique. Et je me dis, c'est les héros de ton enfance. Non, je sais pas. Bien sûr. C'est de ton enfance. Évidemment. Et donc l'enfance, pour toi, c'est quand même quelque chose qui est une part extrêmement importante de ton cinéma. C'est-à-dire que c'est là où j'ai été formé, en fait. Et en fait, je suis, après l'âge de 12 ans, après la révélation de Phantom of the Paradise, en fait, je suis resté le même. Tu es resté un enfant. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, les films qui m'épatent ou les films que j'essaye de faire, j'essaye de les regarder comme l'enfant que j'étais quand j'avais 12 ans. C'est clair que le Pacte des loups est fait comme ça. Le Pacte des loups est fait avec cette idée que j'aurais adoré voir ça à 12 ans. Oui. En même temps, si c'était que ça, je dirais que ça ne serait pas suffisant. Il y a quand même chez toi de la cruauté. Il y a une dimension cruelle qui peut être celle de l'enfance, mais qui peut aussi être une cruauté plus perverse. Alors, oui. La question, je ne sais pas, tu vas me dire que c'est une question complètement con, mais en gros, ton cinéma, c'est un cinéma de l'imaginaire. Donc, c'est les héros de la littérature enfantine, c'est encore une fois des tueurs qui pratiquent les arts martiaux, des espions au service du Vatican. Enfin, c'est vraiment des personnages fantastiques au sens large du terme. Est-ce que
donc assez loin de la vie réelle, je vais dire, assez loin de la vie réelle. Est-ce que tu n'as jamais eu l'envie, la tentation de faire quelque chose qui serait plus proche de ta vie à toi, des gens que tu connais, tes voisins, ta famille et tout. C'est-à-dire que de faire un film qui justement ne relèverait pas de ce qu'on appelle le genre, en tout cas l'imaginaire, mais de faire quelque chose qui serait plus réaliste en tout cas, ou plus proche de ce que tu vis tous les jours. Est-ce que tu t'es dit le cinéma ça pourrait aussi servir à ça, ou finalement tu te dis non ça m'intéresse pas et ça t'a jamais intéressé? J'ai eu des projets de films beaucoup plus réalistes, notamment j'avais un projet parmi les projets qui n'ont pas pu se monter, j'avais un projet qui était tiré d'un film d'Henri Decoing avec Michel Simon qui s'appelle Tous coupables. Non coupable. Le film, mais mon film s'appelait Tous coupables, c'est pour ça que je fais et non coupable, qui est donc un film très étrange français qui raconte comment la revanche en fait d'un petit médecin de campagne contre une population qui le traite un peu comme un chien. Et voilà, moi, il écrase un type au début de sa voiture et il voit que il maquille l'accident, il maquille son crime. Et puis évidemment les gendarmes qui sont des brels pensent que c'est un accident. Et puis lui croit qu'il est en fait un tueur parfait. C'est ça. Et donc il décide d'expurger la ville, sa ville dans laquelle il habite, de tous les cons. Donc c'était un giallo anti-con. Donc j'ai longtemps travaillé sur ce film et malheureusement les gens ne me voyaient pas faire ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que le succès du Pacte des loups m'a coincé, on va dire les choses comme ça, dans un registre. C'est-à-dire que les gens attendent de moi un univers fantasmagorique, des combats, des trucs un peu asiatisants, etc. C'est-à-dire que quand par exemple j'ai présenté l'idée de faire un remake de La Belle et la Bête, là il n'y a eu aucun souci. Parce que les gens se sont dit mais ça c'est parfait, c'est pour lui. C'est-à-dire que c'est malheureusement la rançon aussi d'un grand succès, c'est que les gens disent mais ce mec il est fait pour ça. Parce que si il fait autant d'argent avec un film comme Le Pacte des loups, il faut qu'il fasse d'autres films comme ça. Mais donc ça m'a beaucoup empêché. Oui, mais tu les as pas fait non plus. Non, qu'est-ce qui s'est passé après, il s'est passé des tonnes de choses. Il y a eu la grippe aviaire sur Bob Moran qui m'a empêché de faire le film. On est revenu en France. Il y a eu un changement de direction à la tête de Canal+. Les gens qui sont venus, qui sont arrivés pour prendre la place de Lescure et de Greff, évidemment, voulaient absolument brader tout ce qui pouvait ressembler au succès du précédent régime. Donc le Pacte des loups était vraiment un objet embarrassant parce que ça prouvait que ça pouvait marcher. Donc voilà. Raon, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais en France on n'en voulait pas. À l'étranger on en voulait, mais en France on n'en voulait pas parce qu'ils voulaient en fait un film où les gens parlent français dedans. Moi je leur ai dit mais non. Et puis de toute façon, parce qu'on avait créé un langage préhistorique exactement comme avait fait Anno avec la guerre du feu. Mais les gens, non, ils voulaient que les gens parlent en français. En fait, ils voulaient Greux de Alain Chabat, quoi. Mais c'était pas du tout l'optique du film. Je ne vois pas faire ça. C'est-à-dire que chaque fois, il s'est trouvé des trucs. C'était pas nécessairement des problèmes liés à l'industrie. C'était parfois des problèmes extérieurs. Le dernier problème, et qui a été le plus gros, ça a été on était en train de construire les décors de Corto Maltese quand on construisait une canonnière russe, puisque le film s'ouvrait sur un hommage au cuirassé Potemkin, et Samuel Hadida est décédé d'une infection fulgurante. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est une série de contingences et de hasards, quoi, finalement. Oui, c'est une série. C'est pas l'idée aussi que finalement tes films économiquement pouvaient pas rentrer dans les cases de l'industrie française, etc. Après le Pacte des loups, ils sont trop chers. Il y a aussi l'idée que tes films sont trop chers. C'est surtout qu'ils sont difficilement pitchables. Je crois que ce que j'ai découvert aussi, c'est que les gens en France, en fait, les producteurs en France sont des passe-plats, en fait, ce que j'appelle des passe-plats, c'est-à-dire que ils vont entre la banque, le distributeur et la télé. Ils voient combien ça rapporte. Ils prennent 20%, et puis après, le film se fait, vaille que vaille. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de vision, en fait. Samuel en avait une. En fait. Voilà, Samuel Hadida avait une vision. Et lui aussi était porté par ses rêves d'enfant, ses souvenirs d'enfant. Quand il est venu me trouver pour faire Corto Maltese, ses mots à lui, ça a été « on va faire » était une fois la révolution.
Est-ce que tu peux imaginer un producteur aujourd'hui qui vient me voir en me disant on va faire Il était une fois la Révolution. C'est-à-dire que les seules fois où ça m'est arrivé, c'est Samuel, et puis ça a été Jérôme Sédou quand j'ai fait la Belle et la Bête. La première rencontre avec Jérôme Sédou, elle a été très simple. Je veux une adaptation d'un grand classique de la littérature française. J'ai été soufflé parce que normalement ça n'existe plus, des gens comme ça qui viennent vous voir en disant je veux. Donc pendant un moment j'ai proposé Notre-Dame de Paris et puis on a annoncé le projet avec Tim Burton. Donc on a reculé et on a fait finalement la Belle et la Bête. Mais ce que je veux dire c'est que ça soit Jérôme Sédou ou Samuel Hadida sont des gens qui ont une vision, sont des gens qui sont portés par quelque chose. Dans le cas de Samuel par ses rêves d'enfant, dans le cas de Jérôme Sédou c'est par une sa vision culture, voilà, sa culture, c'est une espèce de grand bourgeois, etc. Mais c'est fascinant, c'est un type absolument fascinant pour ça. Mais sinon, les gens que je rencontre dans le cinéma français, je dis bien, c'est des gens qui sont là. Alors c'est quoi votre truc ouais, alors il va y avoir des combats, des ralentis, bon. C'est ça. C'est que déjà à la base, tu n'as plus envie de travailler pour eux. Tu les écoutes pendant 2 minutes, tu fais oh putain. Oui, c'est ça. Ils essayent, ils trouvent les financements, ils prennent leur quote-part et que vaille le film. Ils sont pas portés par un esprit conquérant, etc. D'ailleurs, depuis 2014, il y a plus de films à l'exportation en France. J'ai vu l'autre jour le rapport d'Unifrance. Il y a plus de films qui s'exportent, films français. Oui, les derniers qui se sont exportés, ça a été Le Petit Prince, le dessin animé, et La Belle et la Bête. Et depuis, il n'y a plus de films français qui sont exportés. Ils voyagent évidemment à travers les festivals. Marrant, d'ailleurs, deux films qui viennent de la culture française, quoi. Totalement ancré dans la culture française. Même si là j'ai eu une déception, parce que si on parle de la culture française, moi j'ai senti le vent tourner. Et je vais être franc, parce que quand j'ai accepté de faire La Belle et la Bête, et accepté avec un grand bonheur de faire La Belle et la Bête, je pensais que justement on allait pouvoir offrir au public français quelque chose qui était plus ou moins l'équivalent du Pacte des loups, c'est-à-dire un conte français magnifique qui avait déjà fait l'objet d'un chef-d'œuvre absolu, inaltérable, etc., etc. Donc, les premières fois où j'ai rencontré le public en France, avec le film, la première question, ça a été pourquoi il n'y a pas les tasses qui chantent. Ah oui, bien sûr, oui. Et là, qu'entre-temps, il y en a eu un autre. Je peux vous assurer une chose, j'ai senti un frisson glacé me parcourir. C'est-à-dire que j'ai compris qu'en fait, je croyais bêtement, et j'en ai parlé ensuite avec le producteur Richard Gampier, on croyait bêtement les gens seraient contents de voir un chef-d'œuvre de la littérature française qu'on mettait à l'écran, et en fait, les gens pensaient qu'on avait adapté un dessin animé de Walt Disney. Bienvenue dans l'ignorance. Non, mais surtout dans la colonisation culturelle. Absolument. C'est-à-dire qu'on va parler des choses comme elles sont. C'est-à-dire que effectivement, le public qui a reçu le Pacte des loups et qui connaissait encore l'histoire de la Bête du Gévaudan n'est déjà plus le même que le public qui reçoit La Belle et la Bête et le voit comme une adaptation pirate pratiquement d'un dessin animé de Walt Disney. C'est-à-dire que brusquement, on est face à quelque chose qu'on n'a pas du tout calculé. C'est là où je me suis senti vieux. Je dois avouer, où j'ai dit putain, j'ai pris un coup là. Non, mais ça va vite. Et vraiment, je me suis dit merde, putain, mais jamais j'aurais cru que ça. Et donc après, la conversation, c'est mais il y a un film de Jean Cocteau avec Jean Marais, quoi en noir et blanc. Ah bah ouais. Ouais, d'accord. Et là, ça fout un choc. Et quand j'ai fait la tournée avec La Belle et la Bête, je suis allé dans plusieurs pays, etc. Le seul pays où on m'a parlé de Cocteau et de Jean Marais, c'est le Japon. Japon, bien sûr. Et c'est l'endroit où le film a le mieux marché. Bon, il a fait 2 millions d'entrées en France, ce qui est très très bien. Et au Japon, il a fait 1,2 million. Mais 1,2 million au Japon, c'est comme si vous en faisiez 4. Voilà, ici. C'est-à-dire qu'au Japon, le film, ils ont fait une chose très intéressante au Japon. Ils n'ont pas lancé comme un film pour enfants. Ils l'ont lancé comme un film pour la classe supérieure féminine. C'est-à-dire celles qui aiment les produits de luxe et des trucs comme ça, des trucs français. C'est-à-dire qu'il y avait Léa Seydoux, qui est une cover girl célèbre, y compris au Japon. Le film avait ce côté luxueux, et donc ils l'ont lancé comme un produit de luxe français. Et le film a trouvé son public. Mais c'était un public de femmes d'un certain âge. Et c'est pas du tout les enfants qui sont venus voir le film. C'est ça qui c'est très intéressant. En même temps, j'étais très content. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé avec des journalistes qui étaient toutes féminines, et toutes me parlaient de Jean Cocteau. C'est-à-dire d'une certaine idée de la culture française qui, malheureusement, n'a plus cours chez nous.
C'est-à-dire que... Et de toute la promotion que j'ai faite à travers le monde de La Belle et la Bête, c'est le seul endroit où j'étais content. Le Japon, c'est le pays de l'obsession. C'est-à-dire, si on veut parler de La Belle et la Bête, on va aller jusqu'au fond pour savoir d'où ça vient. Ça, s'il y a quelque chose de l'obsession japonaise, de tout couvrir et de tout ça, c'est très précieux puisque ça devient rare. Oui, et puis c'est le seul pays, parce que par exemple, La Belle et la Bête a énormément marché en Amérique latine, il a énormément marché en Asie du Sud-Est, il a pratiquement pas été distribué dans les pays anglo-saxons parce que les gens pensaient que c'était pas vraiment un film pour enfants et que c'était trop érotique pour être un film pour enfants, puisqu'il y a des nus dedans, etc., des décolletés plongeants et tout. Et en fait, il est pas sorti aux États-Unis, il est pas sorti en Angleterre à cause de ça, à cause du fait qu'ils l'ont considéré comme un film pour adultes.